Bienvenue sur les Seigneurs de la F1. Dans chaque épisode, retrouvez toute l'actualité des sports mécaniques, des sujets sur les jeunes pilotes en Formule 3 et en Formule 2 et un débrief du dernier Grand Prix en Formule 1. On vous partage notre passion, des données, mais aussi des coups de cœur, tout ce qui nous anime à travers les sports mécaniques. On vous souhaite une bonne écoute et à bientôt. Bonsoir messieurs, bonsoir chers auditeurs, bienvenue pour le 9e épisode de la saison 2 des Seigneurs de la F1. Ce soir avec moi Alex et Yo-Yo pour débriefer du Grand Prix du Canada, parler de deux sujets qui nous tiennent à cœur et puis on vous débriefera un peu de notre expérience aux 24 heures du Mans. Alex, Yo-Yo, comment allez-vous en ce magnifique 19 juin ? Ça va, au top. Ferrari dans le top 5 et Ferrari premier au Mans. Que demander de plus ? Peut-être une grâce pour le Grand Prix, un top 1, top 2. Ils auraient pu gagner. Ils auraient pu gagner. Un doublé, ça aurait été exceptionnel. Doublé au centenaire du Mans victorieux et ensuite victorieux en F1. Mais c'est déjà quand même une belle victoire pour Ferrari. Tu nous en parleras. Et Yo, ça va ? Bonsoir, ouais, moi ça va. Hier on a vu un Grand Prix qui était pas trop mal pour une fois, avec un peu d'action. Une chose qui manquait un peu ces derniers temps. Et sinon, un très beau Grand Prix aussi au Mans qu'on a vu. Hein. Et puis j'ai vu aussi un beau Grand Prix de MotoGP hier. Donc, la totale. C'est vrai que petite fierté française avec Zarco 3e, si je me trompe pas. Ouais. Alors qu'en plus, il avait quand même mal commencé le Grand Prix, son week-end de course quand il s'est fait faucher par Marquez dans un virage. Ouais. Donc heureusement qu'il a surmonté. Mais il est solide là. Hein. Franchement, il va pouvoir. Il est 4e du championnat. Il est en 3 fois dessus que top 3. Ah oui, c'est un peu le Alonso de la MotoGP là. C'est ça. Mais il est français. Bon, Alonso, il a un peu toutes les nationalités, à force. Très bien. Écoutez, on va pouvoir commencer avec un petit débrief du Grand Prix du Canada. Donc, on revient un peu sur les paris pour le Grand Prix du Canada. Et c'est Alex, il me semble. Alex, pour 1 point, qui remporte les paris sur ce week-end. T'avais mis Verstappen, Leclerc, Alonso. Donc du coup, t'avais Verstappen de bon. Et Alonso, qui était dans le top 3, mais pas à la bonne place. T'avais quand même mis Leclerc. Dommage pour Yo-Yo, qui avait mis Stroll 3e. Terrible. Mais Pérez, on aurait pu y croire. Hein. Franchement, à un moment, il remontait quand même pas mal. Puis moi, j'avais essayé de croire en Ferrari, un peu plus haut. Mais ça n'avait pas marché. Et je récolte quand même quelques points. Mais on verra avant de finir cet épisode avec nos pronos pour l'Autriche. On verra où on en sera. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé au Canada ? Beau Grand Prix, comme vous le disiez. Le top 10 avec Verstappen, Alonso, Hamilton. Ça fait plaisir quand même de revoir aussi ces deux-là s'affronter dans le top 3. Leclerc Sainz, pour la plus grande fierté d'Alex. Pérez 6e, qui a quand même fait une belle remontada. Albon 7e, alors là, la fierté, ça y est, Williams n'est plus dernier du championnat constructeur. Et alors là, je peux vous dire qu'aujourd'hui, j'étais dans une joie intense. Et Albon, en plus, qui a fait combien 58 tours avec les hard, c'est ça ? Hard, ouais. Donc, sacré perf. Hein. Surtout avec le fond plat de la Williams, c'est quand même beau. Qu'est-ce qu'on a aussi ? On a Ocon qui n'a pas réussi à doubler Albon malgré de nombreuses tentatives au fur et à mesure des tours. Stroll et Bottas qui complètent le top 10 parce que Norris a été pénalisé de 3 places, je crois. Ou du coup de 5 secondes, ce qu'il fait 13e. Yes, ouais, tout à fait. Donc c'est ça. Messieurs, quelle note donneriez-vous sur 10 à ce Grand Prix ? Et est-ce que pour vous c'était un beau Grand Prix auquel on a assisté
auquel on a assisté ce week-end, dans sa globalité. Je donnerais la note de 8, voire 9 en qualification et 6,5 en course. Pourquoi ? Parce qu'on a une super qualification. Il a plu. Où on est, c'est sec. Et dans les 5 dernières minutes, il commence à pleuvoir. Malheureusement, Leclerc s'est fait piéger par son ingénieur qui n'a pas fait la même bourde lors de la course. Mais c'était hyper intéressant de voir surtout la domination, pour une fois, sur un circuit d'une Williams versus Verstappen, de voir tout en bleu ciel plutôt qu'en bleu foncé. Ça faisait très plaisir à voir. Et puis de toute façon, c'est le Canada, j'ai envie de dire, il pleut à chaque qualif, donc ça fait, c'est hyper intéressant de voir ça. Et le Grand Prix, en toute honnêteté, je mets une note un peu plus faible. Pourquoi ? Parce que je trouve qu'effectivement, il y a eu le train-train quotidien, même si on avait quelques belles batailles qui étaient dans l'ensemble midfield, qui étaient super intéressantes. Mais je trouve que je vais baisser cette note à la fin parce que le dernier tour a été extraordinaire, mais on a à peine vu quelques moments, puisqu'encore une fois, les caméras ne sont pas vraiment centrées sur le midfield, alors qu'en soi, c'est là où il y a toute la bataille et toute la beauté de ce sport. Donc note un peu décevante pour ma part. C'est ce qu'on se disait avec Yo-Yo. On n'a même pas eu les images de fin de cette bataille qui s'est passée au côté midfield. Donc point négatif là-dessus pour la F1. Ouais, je comprends. Mais ça, c'est un truc qui revient souvent. Tu parlais des qualifications. On a l'impression qu'on est toujours plus hype, limite, pour les qualifications que par la course elle-même maintenant. Est-ce que toi, en ce moment, c'est un peu le cas ? Tu te dis, le rendez-vous des qualifs, je le manque pas. Mais alors la course, je peux peut-être manquer tout le milieu, juste voir le début et la fin. Tout à fait. Je pense qu'on en revient toujours à la même conclusion. Ça dépend, sauf si il y a eu justement un événement extérieur tel que la pluie, tel qu'un accident ou peut-être, encore une fois, un écureuil qui vient percuter une monoplace. Petit clin d'œil pour Le Mans. Mais là, c'était les petites marmottes qui avaient sur le circuit du Canada qui regardaient toutes les fins passées. Mais sinon, effectivement, je trouve que les qualifs sont beaucoup plus passionnantes quand il y a aussi la météo qui vient en jeu. Parce que je prends l'exemple de Ferrari. En fait, tu as des écuries qui préfèrent s'élancer lorsqu'il reste peut-être 10 minutes. Et donc, du coup, perdre 10 premières minutes en même temps à voir un petit peu ce qui se passe, attendre que la piste aussi se réchauffe. Sauf que c'est un pari assez risqué parce qu'il peut pleuvoir dans les 10 minutes restantes, là où, en fait, dans les 10 premières minutes, tout se passait très bien, ce qui est un petit peu le cas. Donc, assez intéressant de voir ça. Plus le fait que, en qualification, on avait eu aussi un Pérez qui était un peu loin. Donc ça peut rebattre un petit peu les cartes. Tu vois, Verstappen premier et Nico Hülkenberg deuxième. Deuxième, il est parti cinquième, mais c'est toujours plus intéressant de voir un petit peu du challenge. Et donc, du coup, peut-être des personnes où on s'y attend pas du tout en qualif, comme Hülkenberg qui lâche une P2 de nulle part. Et après, ça se transforme pas en course, mais c'est plus intéressant. Je trouve que ça met en avant d'autres personnes dont on parle un peu moins, côté senior et même côté Formule 1. Ah non, mais t'as raison. Après, en plus, on est les plus grands défenseurs un peu du midfield, comme tu le mentionnes. Moi, je suis même dans le bottom field, si on peut dire. Même si là, je suis content d'être qu'on soit 7e avec Williams. Mais tu parlais des animaux, et d'ailleurs, il y a... Vous me corrigez si je me trompe, mais c'est Verstappen qui a conduit avec des restes d'un oiseau pendant toute la course, bloqué dans les étriers, je crois, ou dans la partie aération du pneu. C'est ça. Et il a percuté un oiseau. Putain. J'aurais pas aimé être l'oiseau. J'ai de la chance. Hein. C'est comme par hasard, c'est sur une voiture, les freins prennent feu ou quoi que ce soit. Lui, sa voiture, elle a rien. C'est incroyable. Exactement. Et ça, c'est une très bonne remarque parce que il y avait quelqu'un qui citait dans les commentaires que en fait, tu pouvais avoir la partie de l'oiseau qui reste bloquée. Et en fait, ça surchauffe, comme tu dis, les freins. Et plus les pneus, et puis après ça casse. Je crois qu'on avait déjà eu un épisode comme ça, notamment à l'ancienne. Où ça ? C'était un sachet qui était rentré dans quelle voiture ? Ah oui, la Spa sur la Ferrari, justement. Exactement, c'est ça. Puis il n'y avait pas aussi Pérez qui avait chopé un truc aussi mais un tirofle aussi dans ses étriers de frein. Enfin bon, pour dire que ça arrive comme souvent.
Et toi, Yo-Yo, tu mettrais combien à cette note, à ce circuit et pourquoi? Enfin, à ce Grand Prix. De moi, Grand Prix, je mettrais 7. Alors, pas 0,5 de plus Alexandre, parce que je vais arrondir et que ça reste 7. Mais non, c'est vrai que c'est compliqué. Encore un événement, quoi. C'est sans la safety car. Une course qui était tranquille, quoi. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Et puis, je trouve que la FIA, ils mettent des safety car. Ça prend du temps, ça prend du temps. On a fait quoi, 3 ou 4 tours, que quasiment tout était dégagé. C'est compliqué. En vrai, sur les Grands Prix, en dehors de Monaco, où les commissaires sont formés de façon exceptionnelle, c'est vrai que c'est assez compliqué sur les autres circuits comme on a pu voir cette saison. Niveau spectacle, comme le dit Alexandre, pour la caméra zéro, quoi, on a toujours été à la fin. Il y a des moments où on voit Alonso qui se rapproche, on voit Hamilton qui se rapproche d'Alonso, mais tu te demandes quand ça s'est passé exactement, parce qu'on nous a pas montré d'image. Alors si tu regardes sur le banc de gauche, le temps, tu vois ce qui se passe. Et derrière, le caméraman ne te montre rien, il était là, il suspense, c'est jusqu'à ce qu'il revient dessus. Oh, il y a une bataille entre Alonso et Hamilton, etc. Ouais, non, rien vu. Comme le dit Alex, les qualifs sont plus fun, je trouve, à regarder. De toute façon, les qualifs, tu peux tout regarder, il va forcément se passer quelque chose. Et puis, tu es sur une performance qui est. Il y a différentes les voitures, donc forcément, le caméraman peut se focus sur une personne et montrer après ce qui se passe sur les autres. Et il y a vraiment une bataille chrono, avec tous les chronos du défilé, etc. Je pense que c'est plus simple à suivre et beaucoup plus fun aussi. Tout le monde est avide et tout le monde va au-delà de la limite. C'est incroyable. Et on a oublié un élément aussi, la seule action de la course, ça a été Russell, où le mur a attaqué Russell bizarrement, et donc le crash au 7e tour. C'est quand même, messieurs, chez Mercedes, c'est rare quand un pilote chez Mercedes fasse une erreur comme ça, quoi. Quand je dis ça, je dis rien, pas pour vexer Nico. Non, mais après, en plus, elle était solide la monoplace, hein, parce qu'il a tenu encore après. Hein. Enfin, il a juste. C'est incroyable, c'est pas des Peugeot, quoi. C'est un tank, le truc. Je pense qu'il s'est arrêté, honnêtement, je pense qu'il s'est arrêté pour se dire on peut travailler sur la voiture et modifier des choses qu'on n'aurait pas pensé modifier, qu'on peut modifier par fermer de prochaine course et prendre des pénalités. Ouais, c'est vrai. Donc ça, c'est malin, finalement. Exactement, ouais. Mais il est reparti et il est arrivé. Combien ça a été après. Ouais, il s'est fait retirer au 53e tour, mais il a quand même bien tenu et il commence à remonter. Oui, je pense que ça, c'était pour les travaux sur la voiture. Ah bah. Faut bosser. En même temps, c'est des stratèges. Non, mais elle tient et tout, franchement. Bah après, moi, ça nous arrange. Hein. Sinon, Albon, il a arrêté 8e. Donc, ok, bah. Tu voulais rajouter quelque chose, peut-être sur les qualifs ou les essais non, ou le GP dans sa globalité? Bah, sur les GP, on a un vendredi très clownesque, quoi. Oui, ça. Avec des caméras qui ne fonctionnaient pas. Première séance d'essai libre annulée, deuxième séance écourtée. L'image de la F1, en sachant qu'on est censé vendre des Grands Prix à Las Vegas, etc. Alors certes, à Vegas, on évite de fonctionner miraculeusement. Mais sur un circuit de son mythique, ça ne devrait pas arriver. Ouais. Bah, peut-être le petit test de se dire il y a une session en moins, qu'est-ce que ça donne? Tu vois, ils sont peut-être dans cet article-là. Il y a eu un record de bouchons, d'embouteillage, en fait, pour aller au circuit. Je crois que c'était juste Hülkenberg et quelqu'un d'autre qui étaient en retard et qui ont fait le trajet à pied tellement c'était bouché de partout. Oh la vache. En même temps, il y avait 345 000, je crois. C'est énorme. Ouais. 345 000 personnes. En sachant que le circuit du Canada est sur une petite île. Oui, c'est vrai. Donc tu peux pas mettre les gens dans la flotte, typiquement. C'est Alcatraz, quoi. Très bien, bah, merci messieurs. Bah, moi, pour le coup, je mettrais un... Alors, je vais pas juger la qualité dans laquelle j'ai regardé le Grand Prix, parce que j'ai regardé dans le train avec une connexion toute pourrave. Mais en vrai, j'ai plutôt bien aimé. Il y avait un peu du combat partout. J'essaie de pas tenir compte du fait de la position de la Williams à la fin, parce que sinon je vais mettre une trop haute note. Non, en vrai, je pense que je vais mettre un 6. Je suis un peu sévère parce que vraiment la qualif était plutôt hype.
Mais la course, je trouve, c'est encore un peu en deçà. Moi, il y a un truc qui me frustre un peu, et c'est une discussion radio que j'ai entendue. Enfin, je pense qu'elle est passée aussi à la télé sur Alonso, qui demandait à plus faire de lift and coast. Donc le lift and coast, c'est relâcher l'accélérateur pour éviter de freiner trop fort et repartir trop fort. Ça permet d'économiser aussi un peu d'essence. Enfin, déjà beaucoup d'essence pour une F1. Et d'arriver du coup avec le réservoir avec 1 litre, minimum 1 litre. C'est le litre un peu qu'il faut pour que la FIA valide votre arrivée au Grand Prix. Et je trouvais ça dommage qu'on en soit arrivé là, qu'il faut calculer aussi avec ça, à travers tout un circuit, tout un Grand Prix, alors qu'il y a des batailles en jeu, parce que c'était un moment décisif, et c'est pour ça que Alonso l'a demandé, c'est qu'il pouvait revenir sur Verstappen. Au-delà de défendre sur Hamilton, il était à 2 secondes et demie, et il pouvait revenir. Donc, je pense que... Ouais. Je suis pas d'accord avec toi. Je pense que Verstappen était tellement à l'aise qu'il aurait pu accélérer et mettre 30 secondes à tout le monde. Par contre, je pense qu'il y avait plus peur d'Hamilton derrière lui. Ouais. Justement, il y a eu Horner qui a dit à mon nez, accélère un petit peu la cadence Verstappen parce que Alonso remonte, et il lui a mis genre littéralement 1 seconde et demie autour. Ouais, mais Alonso avait dit il a dit qu'il voulait gagner cette course. Et quand Alonso le dit, c'est qu'il veut la faire. Ouais, mais il peut le gagner par rapport aux autres, mais pas par Verstappen, avec la voiture qu'il a Verstappen actuellement. Ouais, non, mais ouais, t'as peut-être raison. Enfin, je sais pas, moi je l'ai senti plutôt comme ça, tu vois. Je l'ai ressenti comme ça, en fait. Ouais. Mais la première victoire d'Alonso, quoi. Il va être tout le temps P2, P3 à quand, enfin. Ouais, donc voilà, moi j'ai préféré, comme vous, un peu les qualifs au Grand Prix, mais le Grand Prix en soi était assez attractif aussi, avec des belles batailles aussi sur la ligne droite avec le DRS, mais aussi des dépassements dans des endroits aussi un peu tortueux, et ça c'est quand même cool. Après, moi il y a un move que j'ai pas compris, c'est le truc c'était Tsunoda, je crois, sur Magnussen, quand il est... C'est De Vries. Quand il va tout droit. Alors ça va pas trop plaire dans les écuries. Parce que du coup, ça a tradé Magnussen, enfin obligé Magnussen à arrêter son virage et aller aussi tout droit. Enfin, ça aurait pu être beaucoup plus grave que ça, quoi. Là, c'était rigolo, mais c'était quand même un move assez dangereux. Mais contrairement à ce qu'on disait lors du précédent épisode, où on avait parlé du coup des pronostics pour le Canada, en fait, il n'y a pas eu trop de gêne du vent sur l'ensemble des monoplaces. C'est venu à certains moments, mais il n'y a pas non plus de contre-perf. Et et malgré la largeur des monoplaces, ils n'ont pas non plus aussi beaucoup clip sur les murs. Alors, Russell, il l'a bien touché, mais je m'attendais à ce qu'il y ait beaucoup plus de frottement. Je sais pas vous. Gasly était pas loin avec les 11 cm qui séparaient. Mais ça, c'est large. Mais moi, personnellement, si tu devais aussi retenir un truc, c'est ce qui était intéressant, c'était Russell versus Albon en vitesse de pointe. Russell qui avait le DRS, qui n'arrivait jamais à rattraper la Williams. Ça, c'est notre vitesse de pointe. Ils nous ont sorti Williams en vitesse de pointe alors que c'est le même moteur quasiment. Mais d'ailleurs, tu regardes Alonso Hamilton, quand Alonso il passe Hamilton se met juste derrière. Alonso il lâche pas avec le DRS, il le lâche après dans les virages, mais juste derrière, il le lâche pas. Hamilton il peut même retenter de le redépasser, il n'y a pas de souci. Ça, c'est juste un Red Bull qui est cheaté, mais. Non, mais ça pour Williams, c'est le fond plat. Hein. Il est tellement plat, il n'y a pas de rainure que ça glisse tout seul. Bon, merci messieurs. Et du coup, pour faire le point sur... alors ça, c'est pour après. Pour faire le point sur le classement général, on a Verstappen avec 195 points. Bon, c'est immense. Hein. Là, on est sur des scores. Perez à 126 points. Alonso à 117. Attention, Alonso, il revient sur Perez. Hamilton 102. Sainz 68. Russell 65. Et Leclerc 54.
Donc, belle domination des Red Bull devant, même si Alonso a encore un podium et une contre-perf de Perez, et c'est Alonso qui passe deuxième. Mais un truc qui me choque, Ouais. c'est que si tu additionnes tous les points de Ferrari, donc Sainz et Leclerc, attends, retour à l'arrière, t'as Alonso, Perez et Verstappen qui ont plus de points que les deux réunis. Aïe. Un commentaire, Alex? Et pareil, si tu prends les pilotes Mercedes, donc Hamilton et Russell, Verstappen, il a plus de points que les deux réunis. Oh, mais c'est fou. Ouais. Je ne dirais rien. Oui, mais ce qui peut te rassurer, c'est que vous êtes 4e. Regarde le classement des constructeurs. Chez les constructeurs, on a Red Bull avec 321 points. C'est stratosphérique. Mercedes avec 167, donc qui reprend quand même un peu d'avance, enfin qui conserve même sa petite avance sur Aston. Ferrari 122, Alpine 44, et tout en bas, nous sommes à 7 points, messieurs. Williams qui passe devant AlphaTauri, et ça c'est magnifique. Encore une belle perf d'Albon. 1 point de Haas. À 1 point de Haas, à 2 points d'Alpha, et surtout à 10 points de McLaren. Moi, c'est ça que je veux. Ouais. Imaginez. Attends, ils ont pas encore fait 10 points déjà. Hop. Attends. Ça va le faire. Il y a Albon, il est serein. Sargent, même s'il abandonne, la voiture elle est pas non plus détruite comme quand il y avait Latifi. Franchement, on est bien. J'y crois. Très bien, messieurs. Alors, on va passer sur un sujet focus. Donc, sujet focus 1, on en aura 2 aujourd'hui. Peut-on comparer la F1 à l'ère de Senna à la F1 à l'ère de Verstappen? Pourquoi ce sujet aujourd'hui? Parce que notre cher Max Verstappen, il vient d'égaler Ayrton Senna en termes de victoires en course. Il est à 41 victoires. 41 victoires aussi pour Senna. Après, c'est Prost à 51 et Vettel à 53. Donc, la question qui s'est posée ce week-end pour tous les commentateurs de F1, c'est est-ce qu'on peut comparer déjà Senna à Verstappen? Sinon, pourquoi? Si oui, pourquoi? Selon vous, est-ce qu'on peut comparer, c'est déjà les deux ères de la Formule 1, parce que Senna versus Verstappen, c'est aussi deux ères complètement différentes, des F1 complètement différentes, des pilotes différents, des saisons différentes. Et si on peut les comparer, est-ce que ça se fait sur le pilotage? Est-ce que ça se fait par rapport aussi au professionnalisme? Qu'est-ce que vous en pensez, vous, messieurs? Peut-être demander à Alex, d'abord. Eh ben écoute, moi je dirais oui dans certains cas, et Yo-Yo va me faire des gros yeux, et non dans d'autres. Alors, je m'explique. Moi je pense qu'on peut le comparer dans un sens où on a quand même un pilote qui a son talent, qui a sa technique, j'ai envie de dire, en course. Senna, c'était un pilote quand même qui avait une technique qui, pour ceux qui connaissaient un petit peu ou pas du tout, en virage, il avait cette faculté en fait à lâcher des petits coups de gaz pour gagner en vitesse dans le virage et ressortir avec une accélération un peu plus forte. C'est ce qui faisait qu'en fait, il gagnait énormément de temps au tour par rapport à d'autres concurrents. Et je trouve que Verstappen, alors il n'a pas cette tentation de faire la pédale d'accélérateur dans le virage, mais quand il est lancé en course, en fait, ce mec-là, il a une faculté à tout gérer. C'est-à-dire qu'il sait gérer la pression de ses pneus, la dégradation et la dégradation de ses pneus, pardon. Il sait gérer la monoplace, il sait gérer tous les boutons de la monoplace aussi, et Dieu sait qu'il y en a. Quand il est en qualif, il sait aussi être hyper performant quand il le faut. Je peux prendre un exemple, mais c'était Jeddah, quand la seule fois où il s'était malheureusement crashé, mais il avait fait un tour où même Alonso, etc., tous les pilotes étaient en mode choqués à quel point il était proche des murs. Il avait fait le tour parfait, dommage qu'il s'était crashé. Mais il a cette faculté à être vraiment très bon dans tout ce qu'il fait. Je trouve que Senna, il avait aussi cette brique-là. Après, deuxième point, il y a quand même un rival parmi tout ça, même si cette année c'est un peu moindre, mais les années précédentes, c'était Lewis Hamilton, de la même façon que Senna, il avait Prost. Je trouve que c'était la même bataille, la même hargne.
Senna et Prost, c'était vraiment les deux pilotes qui se détestaient, on va dire, un petit peu dans la vraie vie. Mais Senna était triste si jamais Prost n'était pas là ou pour une X ou Y raison. Et donc, du coup, il avait plus son concurrent préféré, j'ai envie de dire, pour jouer. Donc je trouve que c'est la même rivalité qu'avait Verstappen avec Lewis Hamilton et qu'il aura avec Leclerc l'année prochaine ou dans les prochaines années. Je la place, celle-là, elle est pas mal. Celle-là, elle est gratuite. Hein. Là, c'est cadeau pour les auditeurs. Allez, le centre Ferrari. Et donc voilà. Après, ouais, je trouve qu'effectivement, c'est deux personnes différentes. Ah oui, troisième point, excuse-moi, qui fait que ce sont deux personnes, je trouve, assez similaires, c'est le caractère. Les deux, c'est vraiment des caractères de cochon. Faut le dire, hein. Senna, il avait un sale caractère. Verstappen, il est à peu près pareil. Il gueule. Voilà, il n'est pas content, il le fait comprendre à la radio, etc. C'est différent d'un Senna. Mais bon, je trouve que il y a peut-être qu'une ressemblance. Après, là où moi je trouve que c'est complètement différent, c'est qu'on n'est pas dans les mêmes airs, comme tu l'avais dit. Aujourd'hui, en fait, j'ai envie de dire, il n'y a pas une monoplace qui est plus compliquée à manier que l'autre ou autre, mais aujourd'hui, je trouve que la difficulté quand tu passes de F2 à F1, enfin je pense, alors j'ai jamais fait ce move-là encore une fois les amis, mais ne serait-ce que de passer de peut-être piloter en F2 comme en F3 où tu te concentres vraiment sur la monoplace, à F1 où tu dois gérer tes pneus, apprendre tous les boutons qu'il y a sur ton volant, etc., gérer tout ça, enfin bref, c'est l'enfer, c'est plus... c'est en plus dans le F1 manager que dans le management de ta voiture et dans la conduite. Là où en fait à l'époque Ayrton Senna c'était vraiment en mode bon bah écoute mon gars, je te place dans la monoplace, tu dois bombarder, y arriver premier par tous les moyens, mais bon, t'as à peu près des moteurs équivalents derrière toi, c'est vraiment le pilotage qui fait la diff. Donc je sais pas en fait, encore une fois, peut-être parce que je suis pas un fan inconditionnel de Verstappen, mais je trouve que c'est deux éléments différents. Il y avait vraiment l'aspect pilotage d'un côté de Senna et Verstappen qui aujourd'hui arrive vraiment à gérer un petit peu sa monoplace. C'est un bon pilote, effectivement. Je ne sais pas ce que ça donnerait avec une autre voiture. Honnêtement, ce serait hyper intéressant, mais ce ne sera jamais possible de le voir dans une autre écurie. Il faut le voir à l'époque quand il était chez... c'était AlphaTauri, mais l'ancienne... Toro Rosso. Toro Rosso, merci. Toro Rosso, comment oublier. Il avait quand même cette faculté à être bon, mais encore une fois, la monoplace faisait que c'était pas la folie non plus. Donc du coup, ça joue énormément, comme un Lewis Hamilton en Mercedes. Donc je trouve que sur ces aspects-là, ils sont complètement différents. Encore une fois, on ne l'a jamais vu dans une autre monoplace que chez Red Bull, parce que même Toro Rosso appartenait au groupe, donc en soi, on sait même pas ce que ça pourrait faire dans une Ferrari ou dans une Mercedes. Mais c'est deux éléments bien distincts, quoi, selon moi. Ok. Et je laisserai Yo-Yo me contrer sur tous ces éléments-là. Bah justement, on va laisser la place à Yo pour contrer peut-être ces arguments. On ne sait pas, hein, parce que ce qu'il faut rappeler, c'est que Verstappen n'a connu que l'ère hybride. C'est aussi peut-être une donnée à mentionner. L'ère hybride, c'est moteur thermique plus hybride pour faire aussi l'explication à nos auditeurs. Alors que Senna, bah, du coup, c'était full thermique. Le truc que Ferrari a un peu de mal à maîtriser. Gagné au Mans, on va rien dire. Oui, non, ça. Donc, Yo-Yo, pour toi, Verstappen versus Senna, même ère ou est-ce que c'est comparable ou pas? Alors pour moi, c'est deux sports totalement différents. Alors la seule chose qui sont similaires, c'est les pilotes de F1, ils ont le même caractère. Mais sinon, la F1 d'hier et la F1 d'aujourd'hui, c'est deux sports totalement différents. Et je pense qu'Alex le démontre très bien il y a quelques secondes en expliquant que le pilote d'aujourd'hui, c'est plus un pilote qui est sur la technologie, alors que le pilote d'avant, c'est un pilote qui était axé sur le pilotage. Alors il a ses pneus à tenir. Il veut aussi tenir son essence parce qu'il y a une stratégie au niveau de l'essence aujourd'hui. C'est vrai qu'Alonso, hier, je pense qu'hier, c'était vraiment pour problème de calcul. Les calculs n'étaient pas bons, comme diraient certains. Mais en soi, tu as ton essence gérée, tes pneus à gérer, ta voiture avec laquelle tu te battais, qu'il fasse beau ou qu'il pleuve. Limite, s'il neigeait, ils auraient été sur la piste, alors qu'aujourd'hui, on est là, drapeau jaune, safety car, on attend, il n'y a pas de Grand Prix. Donc, ces mecs étaient vraiment fous à l'époque. Les assistances étaient réduites. D'ailleurs, on peut voir quand Schumacher il est revenu, il a pris sa retraite, il est revenu. Il a pris quasiment un mois à démarrer sa Mercedes. Donc, un mois pour démarrer une voiture, alors que tu es un ancien pilote de F1, tu as gagné 7 titres. C'est quand même compliqué.
Il y a aussi, après il y a Senna, on peut voir aujourd'hui les voitures sont sécurisées, les pilotes, alors certes il y a des incidents, des accidents, mais les voitures sont plutôt safe. Un Zou l'année dernière qui se crache comme ça à l'époque, je suis pas sûr qu'il en ressort vivant. Pareil pareil pour notre cher Grosjean. Donc c'est vrai que de ce côté-là, je me dis que les pilotes à l'époque étaient vraiment fous pour montrer en F1. Aujourd'hui, certes, ils sont encore fous, mais un peu moins. Il y a aussi une chose aussi dont on parle et que les gens ne parlent pas trop, c'est que à l'époque, tu avais 10 à 12 Grands Prix par saison. Aujourd'hui, tu en as 20, 23. Donc c'est plus simple pour un Verstappen d'égaler des records ou de battre des records qu'un Senna. D'ailleurs, Hamilton a parlé cette semaine en disant oui, Verstappen, c'est un très bon pilote, etc., qui battra ses records. Parce qu'en effet, il y a de plus en plus de. Verstappen est jeune. Il y a de plus en plus de courses par saison. Donc, si Red Bull domine encore 3 saisons comme ça, forcément, les 100 courses d'Hamilton, il va les battre. C'est clair. Et puis, et dernière chose, je vais revenir sur les rivalités. Senna, son meilleur rival ou son pire rival, c'était son coéquipier. Aujourd'hui, Verstappen, il n'a pas de coéquipier. On demande à son coéquipier de se garer à côté pour le laisser passer et lui faire gagner des courses. Donc, si on a deux pilotes avec un mauvais caractère et une écurie qui essaie de se battre, c'est là que j'aimerais vraiment voir ce que donne Verstappen, le mental qu'il a. Parce que Prost et Senna, ils se battaient coup pour coup. Ferrari n'avait pas le choix de les laisser se battre de toute façon. Et c'est là qu'on a vu aussi des batailles mythiques, quoi. C'était la même voiture, la même écurie, les mêmes pneus, la stratégie était quasiment identique. C'était vraiment les deux qui se battaient avec leur voiture. Et c'est le charme aussi du truc. Ouais, bah non, mais c'est sûr, t'as raison sur la différence. Après, il y a une question qui peut se poser, c'est par exemple, on parlait des dangers. Est-ce que vous pensez que quand on compare les dangers, aussi on peut comparer ce qui est comparable? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le danger, heureusement qu'il y a la sécurité parce qu'ils sont à des vitesses qui sont folles comparé peut-être à ce qu'il y avait avant. Je te prends un exemple très simple. Massa, à l'époque, super pilote chez Ferrari, il se prend un bout de carbone dans la tête. Il passe quelques mois à l'hôpital, il revient et le rythme n'est pas du tout le même. La personne est traumatisée, il prend moins de risques et c'est ce qui a fait qu'il est parti de la F1. Il avait cette peur-là de refaire encore une fois c'est même pas une erreur, c'est juste qu'il a eu pas de chance. Et ça l'a traumatisé et du coup, en fait, les stats le prouvent, si on arrive à retrouver les stats, mais il perdait énormément de temps par tour une fois qu'il était revenu en Formule 1. Il n'y a que limite Niki Lauda qui arrivait à retrouver une force malgré son accident lorsqu'il était revenu, mais ça n'a pas duré très très longtemps. Et tu l'as bien dit, Yo-Yo, Schumacher, il est revenu, il est arrivé chez Mercedes, il s'est dit oulala, c'est quoi cette monoplace, c'est quoi c'est tout, mais il n'y a pas que le pilotage dans la vie maintenant. Ah bah oui, écoute, c'est ça. Comme quand même Alonso était revenu, était chez Ferrari à l'époque de l'hybride, où Ferrari, la voiture, c'était je pense la pire voiture qui existe sur Terre aujourd'hui. Elle faisait l'understeer et l'oversteer en même temps, c'était insupportable. Je sais pas comment il a fait pour tenir deux saisons comme ça, et en fait il était complètement perdu, quoi. Il a fait une saison d'IndyCar et il s'est dit c'est beaucoup plus simple en fait IndyCar. Après il est revenu. Oui, après c'est deux ères aussi complètement différentes de la technologie et normal que ça évolue. Après, est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas aussi un syndrome un peu de la nostalgie où du coup on se souvient de ces pilotes-là qui ont été en fait à jamais les premiers à tester des trucs de fou furieux? C'est peut-être aussi un peu ça. C'est comme en rallye, on parlait des fois du WRC. En fait, on a le souvenir des catégories dans les années 80 où c'était nos limites. Et du coup, il y avait c'est là où il y avait les Audi Quattro qui fonçaient à balle, mais c'était hyper dangereux. Et en fait, on en a un peu une Madeleine de Proust, mais on oublie tous les accidents, tous les morts qu'il y a eu, et aussi tous les défaillances un peu techniques qu'il peut y avoir. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un peu ça
ce sentiment un peu de nostalgie et qu'on l'aura peut-être après. C'est-à-dire qu'on dira oh, tu te souviens, Verstappen c'était un bon petit jeune. Hein. Et puis après, il s'est fait dépasser par Leclerc. Hein. Ouais. Après, je pense que c'est pas forcément une question de nostalgie. C'est vraiment qu'à l'époque, tu avais vraiment l'impression d'avoir des pilotes. Tu vois, comme en fait, les générations qu'on cite là actuellement, tu vois, le groupe B, par exemple, c'était en WRC. On a pu avoir cette époque-là en WEC. Et là, on est en F1. Mais à l'époque, on a vraiment l'impression d'avoir des pilotes. Donc, il n'y a pas de technologie. Et c'était vraiment la personne qui était derrière son volant qui faisait quelque chose. Je pense qu'aujourd'hui, tu enlèves cette technologie, tu laisses les pilotes se battre, les voitures sont équivalentes. Moi, je ne demande pas plus, tu vois. Après, ce qu'ils en font, c'est vrai qu'ils sont payés. Je n'en demande pas plus. C'est vraiment des pilotes, tu vois. Après, la sécurité, c'est normal. Et tant mieux que ça évolue. Mais moi, tu permets d'avoir des voitures c'est des gens qui s'amusent. Et tu regardes quelque chose, un Grand Prix qui t'intéresse sur 70 tours. Tu sais qu'il y a la stratégie, mais aussi la bataille. Mais t'es content. Alors que là, on regarde. Alors la stratégie, c'est intéressant. Mais avant tout, ce qu'on veut, c'est des pilotes. Tu vois, des gens qui vont oser dépasser, qui vont pas attendre. Oh, ben, je vais attendre que l'autre ravitaille, faire l'undercut, je vais accélérer un petit peu. Ou je vais attendre qu'il y ait une pénalité ou râler parce qu'il y a une pénalité. Tu vois, à l'époque, jamais tu aurais des pilotes qui auraient râlé parce qu'il y a une pénalité, parce qu'il y a un petit aileron qui se doit. Oui, ça se fait. En gros, c'est là où ça se fait sur des détails. C'est ça que tu. C'est ça. Ouais. Alors en après, c'est la requête de l'équilibre, hein, j'ai envie de dire. Oui. On perd un petit peu ce côté équilibre. Regarde en karting, tu commences en karting, t'es égal. Tu pars en F3, allez, t'es égal aussi. F4, F3, t'es égal. F2, tu commences à avoir quelques petites différences parce que t'as pas la même motorisation, le même budget, la même équipe. Et F1, t'as un écart mais considérable. Là où en fait, même toi, et je me dis que c'est peut-être aussi le futur, hein, si toi qui joues, Nico, à Assetto Corsa Competition dans GT3, et Verstappen également, c'est la même classe. C'est juste ton setup qui fait la différence, mais tu as une puissance qui est assez similaire. C'est juste en mode ton réglage, etc. Mais les batailles sont tellement intenses. Où je prends un exemple, des compétitions sur Gran Turismo ou quelque chose comme ça, où tu les vois, les champions, c'est de la même qualif. Et les mecs se collent vraiment, et c'est en fait, ils tournent à 2 dixièmes au tour chacun, et c'est complètement fou parce que c'est à équivalence. Si demain tu mets, écoute Nico, moi demain je pars avec 200 chevaux de plus ou juste un aileron qui m'apporte 37 chevaux ou 200 kilos d'appui aérodynamique et toi tu prends le reste, effectivement c'est vrai que c'est moins plaisant, quoi. Non, mais c'est sûr. Mais après, on peut se faire aussi un peu l'avocat du diable en disant que les innovations en fait tirent vers ça et ça va nous amener après à notre sujet 2. Mais avant, petite précision du coup pour ceux qui se posaient la question. Aussi avant, du coup là on parle de avant, c'était Ayrton Senna, c'était quand même les années 90, donc c'était pas non plus, on va se rajeunir un peu, mais c'était pas non plus, enfin c'était fin 80, début 90, c'était pas non plus il y a 60 ans. Et en fait, peut-être qu'il n'était pas encore né. Hein. C'est vrai. Et en fait, il y avait que 13 écuries. C'est ça aussi qui est intéressant. Il y avait 13 écuries, mais il y a eu 35 pilotes alignés. C'est aussi ça, la fierté un peu de la F1, c'est que ça teste, il y a des trucs différents. Et il y avait 16 Grands Prix, je crois, j'ai compté tout à l'heure. 16 Grands Prix, et c'est Alain Prost qui avait gagné, par exemple, là, je crois, en 93. Par exemple, si on prend le championnat 1993, comme ça fait 30 ans d'écart, par exemple, avec le 2023, et ben, en fait, Alain Prost gagne avec 99 points, sachant que une victoire, c'était 10 points. Donc, voilà. Et aujourd'hui, une victoire, c'est 25 points. Et ça fait le meilleur tour. Allez. Plus un point, pardon, si tu fais le meilleur tour. Et en plus. Non, je crois que c'était pas à l'époque, ça. De quoi? Ça n'existait pas le meilleur tour à l'époque. Non, justement, cette année, en 2023. Il y a des points, plus la sprint, si jamais il y en a. C'est ça. Ouais. Et là, aujourd'hui, et avant, tu avais aussi que les 5 premiers qui marquaient des points. Donc là, ça veut dire que les Ferrari auraient marqué 1 et 2 points. Si on compare. Ouais, plus tard, on est passé à 5, et après on est passé à 8, et après on est passé à 10. C'est ça. Donc en fait, aujourd'hui, on est à 10 plus le meilleur tour, avec 25 points pour le premier. Alors qu'avant, il fallait les enchaîner. Hein. Et Prost, donc Prost était à 99 points, 73 pour Senna, 69 pour Damon Hill. On oublie un très grand pilote, Damon Hill. Et en fait, tu vois que c'est ric-rac, hein, parce que ça fait quand même pas beaucoup d'écart. Et il manquait pas plus de Grand Prix parce qu'il y avait Ayrton Senna qui remontait à la fin. Et en fait, c'est là où tu te rends compte que l'abandon faisait très mal.
Que C'est ça. Ou alors, il n'y a pas tant de fiabilité. c'est ça. Et la 6e place, t'avais de quoi être dégoûté aussi. Hein. Tu termines 6e. Et du coup, est-ce que c'est pas aussi ça qui peut être salvateur, c'est-à-dire de revenir à un système où il y a moins de points, ce qui fait qu'il y a des batailles beaucoup plus intenses. Il y aura toujours ce gap de coût qui est trop important Ouais, je avec la pense. technologie. Tu aurais déjà les mêmes pilotes qui auraient des points, on serait à beaucoup de points. Un pilote à 0 points. Ouais. Et Elles Williams, sont- regarde, tu leur as mis 0 points aujourd'hui. Oui, mais tu sais, c'est long, une saison. 0. Du coup, il est nostalgique. Il a vu Williams, il s'est dit à l'époque de Mais Williams. oui, on non, aurait- mais Ouais. là, vous me tirez champion Williams Renault, voilà, il y a quoi en 93. Non, mais en vrai, ça ouvre le sujet pour d'autres focus au cours de la saison. On verra où on en est avec Verstappen à la fin de la saison. Ok, merci messieurs. Sujet quand même très intéressant de comparer aussi les airs, parce qu'on sait on parle souvent de l'air hybride et tout ça. Donc j'espère que ça a éclairé de nombreux de nos auditeurs. On va pouvoir passer au sujet d'après. Sujet focus numéro 2. Les futures innovations en F1, qu'en pensez-vous? Donc, je vous en cite une par excellence parce qu'il y a eu une vidéo de Vettel aujourd'hui qui s'inscrivait pour une exhibition de son biocarburant. Donc, c'est des e-fuel qui permet en fait, grâce à l'énergie qui est en trop en production d'électricité, de fabriquer du fuel. Et en fait, c'est des procédés chimiques où il y a de la séparation et derrière, il y a du fuel qui peut être utilisé. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça va révolutionner la F1 dans le futur? C'est-à-dire, est-ce qu'on va rouler propre et ensuite, comme d'habitude, est-ce que ça va propager ces innovations au domaine de l'automobile tout court? Est-ce que vous avez d'autres innovations en tête? Est-ce que vous pensez que l'innovation a encore son mot à dire en F1 où on est full orienté thune? C'est un très beau mot de fin. Parce qu'on est orienté business. C'est un peu ça quand même. On se pose la question. Moi, j'ai envie de dire qu'on est dans une ère où il faut innover. Hein. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu d'innovation. Bon, à l'époque, c'était peut-être plus simple parce qu'on avait très peu de recul. Je prends l'exemple de les Formule 1 qui avaient 6 roues, d'autres qui avaient un aileron à l'avant, un double aileron. C'était quand même assez fou. Enfin, l'air du trou dans la coque pour en ligne droite, tu bouches avec ta main pour avoir plus d'aéro et après, enfin bref, plus de vitesse. Aujourd'hui, on est sur de l'innovation, mais je trouve bridé. Je reprends encore une fois l'exemple de ce début d'année. Ferrari qui arrive aux essais. Et genre, en fait, quand on zoome, on se fait comme ça, on se dit, qu'est-ce qui se passe à l'avant de la voiture hein. Une espèce de petite bulle qui éclate, comme ça, là, c'est fini. Ça a duré juste les essais, parce que ça a été réfuté par Red Bull, par Mercedes, etc. Ok. Il y a 2 ans, le DAS de Mercedes, ok, ça a fait les essais et 2 courses, et après, c'est fini. Génial. Super l'innovation. Aujourd'hui, c'est de l'innovation différente. Effectivement, c'est le e-fuel. Je crois que c'est le projet, c'est d'ici à 2030, hein, même un peu avant. Même là, le truc qui est bien, c'est qu'au moins, ils commencent à le faire, et dans d'autres catégories aussi. Quelles vont être les innovations? Est-ce qu'on va tendre vers un Peugeot Le Mans en mode on supprime l'aileron, allez, let's go, et on voit ce que ça fait? Il n'y a pas de DRS, pas d'aileron. Allez, c'est parti, là, les gars. Peut-être que ça va équilibrer les monoplaces. Je ne sais pas. Ça peut être le feu. Mais ça peut être une innovation. Ça peut être brider et ensuite encore plus restreindre les règles et voir un petit peu ce que vont pondre, j'ai envie de dire, lors des essais libres, certains constructeurs. Parce que c'est aussi ça qui est plutôt bon. C'est de voir un petit peu ce qui est fait et de se dire, ok, même si c'est interdit, c'est quand même une belle initiative, à quoi ça peut servir, etc. Je ne sais pas si la F1 sera moteur d'innovation, encore une fois, à l'avenir. Ça promet lors des nouvelles saisons, donc on doit attendre à chaque fois 4-5 ans avant qu'il y ait une nouvelle saison, une nouvelle monoplace, de nouvelles règles, etc., pour voir un petit peu comment aussi les constructeurs s'adaptent. Est-ce que ça va être une question de châssis? Est-ce que ça va être, je ne sais pas, de la Formule 1 en 4 roues motrices? Ce serait mortel. Qui sait?
Moi, je sais pas du tout quelles pourraient être les innovations là-dessus, autre qu'effectivement le carburant plus synthétique, tant qu'on ne tend pas vers l'électrique, puisqu'il y a déjà une catégorie attitrée en fait, donc ça ferait doublon. Et ce ne serait pas les monoplaces, effectivement, sauf si tu leur mets 2000 chevaux en électrique, ça risque d'être un petit peu dangereux quand même, surtout sous la pluie. Mais moi, franchement, je serais pour l'innovation radicale, en mode on impose une règle, on leur dit écoute, vous devez arriver avec un petit truc qui sort de l'ordinaire ou je sais pas quoi, ou, voilà, un petit pop sur la voiture, je sais pas, petit aileron sans limite ou quelque chose comme ça, quoi, pour tester. Et se dire écoute, est-ce qu'on fait une Peugeot ou est-ce qu'on fait comme tout le monde globalement? C'est la question. Ouais, enfin, les questions vont se poser, mais c'est vrai que quand tu dis, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu des innovations autorisées. Et je pense qu'il y a encore, on voit pas tout parce qu'en test, ça doit y aller. Mais si on peut citer déjà des innovations qu'on profite aussi au quotidien, grâce à la F1, c'est l'ABS. Il y a l'anti-patinage. Donc déjà, c'est aujourd'hui 2 quand même trucs phares dans les voitures. On a le halo aussi, qui n'existait pas pour la F1. Pas pour les voitures. Pas pour les voitures. Le DRS aussi maintenant qui existe. Le DRS. Sur la GT3 RS, bien oui. Exactement, ouais. Il y a la coque carbone, donc tous les éléments aussi en carbone sur les voitures un peu plus sportives. L'assistance électronique sur les volants. Les freins. Le système de récupération d'énergie cinétique. Ça, c'était quand même pas mal. Et ça a été pensé aussi pour les voitures électriques, qui permet de récupérer de l'énergie quand on freine. Les moteurs atmosphériques, suspension active. Enfin, quand même, là, on est sur des grosses innovations. Boîte de vitesse semi-automatique. Et c'était, je vais conclure là, parce que c'était un sujet qu'on abordait aussi avec d'autres personnes en off. Mais en fait, on se rend pas compte que le sport mécanique, et là, j'englobe tout, c'est-à-dire F1, MotoGP, endurance, GT. En fait, ça a beau être décrié, c'est quand même les seuls sports où en fait tu peux avoir de l'innovation qui profite à tout le monde. Et est-ce que en fait, on a perdu un peu ça en F1, de l'innovation qui profite à tout le monde? Parce que quand il y a eu l'ABS, c'était pas forcément c'était plus aussi une question de sécurité. Et grâce à ça, tout le monde en a profité derrière. Moi, je prends l'exemple du Mans aussi. Là, le Mans, juste avant que Hugo réagisse, on a eu la parade avant le démarrage, la future voiture du Mans qui roule à l'hydrogène. C'est complètement fou, quoi. Juste de se dire, effectivement, elle peut faire un tour. C'est quand même long, hein, c'est quand même 13 bornes. Il faut aller les faire à l'hydrogène. Et c'était quand même... c'est quelque chose d'autre, quoi. Ça n'a pas fait de bruit. C'est quelque chose, quoi. Oui, non, mais c'est sûr. Après, il faudra voir toutes les innovations qui peuvent venir. Et est-ce qu'on ne serait pas aussi dans une ère où on pourrait dire, c'est tout chousse en F1, vous venez avec ce que vous voulez. Ça pourrait être ça. Du coup, Yo, tu voulais rajouter quelque chose sur le... Ouais, alors moi j'ai envie de te dire qu'on est assez bridé en F1. Enfin, en termes d'innovation actuellement, on est plus sur les questions de finances. Pour plusieurs réponses, plusieurs éléments. Tout ce qui est déjà test, aujourd'hui tu as de moins en moins d'essais. Ce qui montre qu'avant, tu pouvais faire des tests en soufflerie, des tests sur des circuits réels. C'est bête, mais les circuits réels, c'est ce qui représente aujourd'hui de plus en plus la route, quoi. Avant, à l'époque, tu reviens 50 ans en arrière, Renault et Peugeot allaient sur le circuit de Linas-Montlhéry, faire des tests avec leur F1, les voitures qu'on a tous les jours, pour optimiser le mieux, voir ce qui était possible et réalisable sur nos voitures du quotidien. Pareil à Maranello, quand tu regardes Ferrari, à l'époque, aujourd'hui, moi j'ai regardé la présentation de Ferrari, c'était en novembre, un truc comme ça, ou janvier, je sais plus. Quand tu regardes le circuit Maranello, aujourd'hui, c'est un circuit quasiment à l'abandon. Le machin, il y a des trous partout, etc. Alors qu'à l'époque, c'est un circuit qui était lisse. Et justement, ça permettait de tester les voitures, savoir ce que les voitures avaient vraiment. Et là, on parle de Ferrari qui produit des voitures de série limitée à un coût assez élevé. Et deuxième élément plus récent et plus criant, c'est le refus de Michelin donc, de répondre à l'appel d'offres de la F1. Parce que la F1 souhaite des pneus dans un certain cahier des charges, alors que Michelin souhaite proposer des pneus certes discrets moins, mais qui avec des innovations pour le futur.
Typiquement, ce qui est réalisé en WEC. Donc, les pneus pluie sont top. Et c'est Michelin. Donc, ça fait plus de 25 ans que Michelin gagne les 24 heures du Mans en catégorie principale, donc LMP1, Hypercar. Donc, c'est vraiment incroyable. Et je vais prendre également en Formula I. Donc, certes, les petits voitures électriques, c'est pas ce qui me passionne le plus. Mais aujourd'hui, ils proposent des pneus en Formula I qui permettent de rouler qui pleuve ou qui fasse des slicks et des mi-slicks et mi-pluie. Ouais. Et ça tient, pourtant les voitures vont à 200 km/h dans les rues de chaque ville. Ça tient, au niveau des dégradations, c'est optimisé. Donc c'est vrai que moi, je trouve que la F1, ça se dégrade de plus en plus. Alors certes, on va à Las Vegas, tout ça, il y a des bons sur Netflix, mais derrière, c'est la faculté principale de la F1 se perd. Même du sport automobile, comme je disais Alex, on était au 24 heures du Mans, quand on regarde 100 ans, 100 ans, c'est rien en vrai. Tu regardes toutes les innovations qu'on a eues. Les voitures d'aujourd'hui, les premières voitures qu'il y avait au Mans, les voitures qu'on a aujourd'hui, les voitures que nous on a au quotidien également, en 100 ans, il se passait plein de choses. Et on parle, comme dit Alex, d'hydrogène. Et l'hydrogène, je l'ai vu, alors certes, elle a encore 4 je l'ai vu une dernière au Mans, elle était en ELMS, donc elle participait avec les autres concurrents. Certes, tu as 3 ou 4 secondes d'écart avec les voitures thermiques, mais à terme, il faut que ce sera développé, ce sera incroyable. Donc, certes, il manque le petit bruit, la petite odeur d'essence, tout ce qu'il faut, mais. Oui, on rappelle qu'à l'époque, en F1, on pouvait aussi recharger en fuel, si je puis dire. On pouvait faire le plein directement dans un aérostand qui donne des situations assez quand même dangereuses où ça débordait sur la monoplace et ça prenait feu d'un seul coup. Ouais, même... Après, certes. Après, tu vois, on l'a encore dans quasiment toutes les catégories thermiques, tu vois, en GT quand c'est en endurance, c'est le ravitaillement. En IndyCar et NASCAR, c'est plus impressionnant, tu vois, les mecs rechargent. T'as toujours un mec avec son petit pistolet à eau là, qui lance un petit jet d'eau pour repartir. Donc, ça montre qu'on peut le faire. Tu vois, c'est en F1, certes, on est plus frileux, etc. Mais ça apporte du spectacle et on peut toujours le faire. Sachant que le e-fuel, c'est du e-fuel. Alors, pour moi, c'est quelque chose qui sera utile au sport auto. Après, dans la vie de tous les jours, c'est impossible. Le coût de l'e-fuel, on paye déjà 2 € quasiment. Le prix de l'e-fuel, à l'heure actuelle, c'est impossible d'avoir du fuel sur les voitures actuelles. En tout cas, ça sera intéressant de voir Sébastien Vettel faire le tour du Nürburgring avec une monoplace, une ancienne monoplace. Je crois qu'il va prendre une Red Bull, je crois, de 2008 ou quelque chose comme ça. Et il va faire le tour en e-fuel. Ça sera intéressant de voir. Donc, je crois que c'est le 9 septembre sur le Nürburgring que ça sera testé. On l'a vu de toute façon, on a vu ce que ça donnait du fuel. Au Mans, les voitures, elles sont toutes équipées de fuel. Que les places se fournissent. Ah, ok. Donc, c'est que de l'e-fuel. Partenariat. Ouais, exactement. Bientôt sur les GT Series aussi, bientôt. Ouais. Bon, bah. Et Toyota, ça fait 3 ou 4 ans que justement Total leur propose que des bifuels. Il n'y a pas d'autre énergie. Déjà stylé. Mais pour la F1, ça serait quand même intéressant de voir sur un moteur aussi puissant, voir si ça produit, si ça développe autant. Surtout sur le Nord. Ouais. Sur le Nord, c'est incroyable. Vous vouliez rajouter quelque chose, messieurs, sur les innovations techno où on a fait de toute façon, je pense que ça sera un sujet qui reviendra nécessairement avec peut-être la saison prochaine, mais aussi tous les patchs d'amélioration qu'il va y avoir au fur et à mesure de la saison. C'est vrai que là, on a vu sur le Grand Prix du Canada des micro-optimisations qui apparaissent à l'œil nu, mais ça fait des fois beaucoup juste un trou pour l'aération au niveau de l'aéro et tout ça, donc ça peut vraiment faire la différence. Est-ce que vous avez encore quelque chose en réserve? Moi, je dirais juste un truc qui m'avait choqué aussi, c'était on verra, ça fera transition avec notre sujet de finale, mais c'était aussi qu'aujourd'hui tu as plus cette façon et cette manière de toucher une voiture. Je prends l'exemple, les voitures sont chargées en électricité, donc en fait tu as aussi un aspect qui est différent, dans le sens où en mode t'as pas la place à l'erreur, tout est relié électroniquement. Donc en fait, tu as aussi une marge de manœuvre qui fait que le pilote il est dans son univers, il ne doit pas toucher.
tu peux plus mettre ton essence et arriver, mettre ton bras d'essence, toucher quelque chose. Tu dois faire super attention. Limite, c'est une œuvre d'art, en fait, la Formule 1. Il y en avait une là, qui était sur Paris, qui était exposée tout le week-end. J'ai pas eu le temps d'aller la voir, mais celle de Lewis. Mais en fait, c'est vraiment une œuvre d'art. Et effectivement, quand tu es chargé en électricité, t'as tout sauf envie de toucher, à mon avis, à la voiture. Je sais pas si plus tard, on va essayer de résoudre cet élément-là, mais ça peut aussi permettre l'innovation, le fait qu'il y ait toute cette électricité autour d'une voiture qui peut peut-être être utilisée pour quelque chose. Pourquoi pas? Mais moi, pour revenir sur ce que tu dis, c'est vrai que pour moi, j'ai l'impression que les voitures vont être plusieurs plus, tu vois, en mode secte. Typiquement fermé, tu vois, comme tu dis, on peut pas tuer une voiture électrique. Quand tu regardes, il y aura également tout ce qui est hydrogène, qui est ultra dangereux. On pourra pas tuer les voitures également. Et d'ailleurs, je pense que les stands, il faudra faire quelque chose pour les stands également, parce que l'hydrogène, tu peux pas laisser les voitures les unes à côté des autres comme on fait actuellement. Et limite, c'est une bombe, quoi. Les voitures sont des petites bombes, typiquement, donc c'est compliqué. Et donc, les paddocks comme on le connaît actuellement vont changer. Eh ben, affaire à suivre, parce que ça va quand même être intéressant de voir toutes ces innovations et aussi à qui ça pourra profiter aussi dans le futur. Là, on vous a cité quand même pas mal d'innovations technologiques que vous profitez aujourd'hui grâce au sport automobile et particulièrement grâce à la F1. Donc, ça sera intéressant de voir tout ça. Très bien, messieurs. Maintenant, en route vers l'Autriche. Un très beau Grand Prix qui nous attend en Autriche. Je sais pas si comme moi, pardon, vous aimez le Red Bull Ring, mais en Autriche, mais quand même assez stylé, avec des perturbations aussi météorologiques qui peuvent arriver. Tu sais pas comment. T'as un nuage qui apparaît comme ça, et d'un seul coup il pleut. Je crois que c'était il y a 2 ans ou un truc comme ça où il faisait grand ciel bleu et d'un seul coup, bouf, averse, tu sais pas comment, qui était même pas visible sur les radars. Ça c'est quand même fou. Alors, Grand Prix d'Autriche, en route vers l'Autriche. C'est un circuit quand même qui date de 1970, 71 tours à parcourir sur une distance de petit circuit, 4 km 3. Record du tour par Sainz en 2020 avec 1,05. Bravo Sainz. Avec 3 zones du coup de DRS, une sur la partie ligne droite des stands, une autre sur l'énorme ligne droite qui va jusqu'au fameux virage 3 qui est un peu en épingle et là où il y a quand même pas mal d'accrochage, et après ça réenchaîne sur la deuxième ligne droite qui mène jusqu'au 4 où je crois là où une Ferrari avait brûlé, non, il me semble, l'année dernière. C'est de Sainz, ouais. Ils ont réussi à quelle la voiture. Ah oui, le fameux. Parce que le circuit est quand même en pente. En pente, oui. Effectivement, arrêter une voiture, compliqué. Donc on va passer à ce que vous attendez pour ce Grand Prix. Est-ce que vous avez des espérances? Est-ce que ça peut être un circuit qui rebat un peu les cartes de la domination Red Bull? Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous attendez pour le Grand Prix d'Autriche, messieurs? Pour moi, partir c'est simple. Après, ouais, c'est un circuit qui est rapide, des lignes droites. On peut avoir quelques petites batailles. De ce côté-là, ça va être cool de ce côté-là. Je sais que c'est compliqué sinon de faire des régiments à nouveau. Ouais, donc les paris vont être assez directs. Alors, en fait, on va réfléchir pour la 3e place en sachant qui va se battre pour soit Alonso, soit Hamilton. Mais sinon, les 2 premières places, s'il n'y a pas de souci, on sait déjà qu'il sera premier. Ok. Donc là, pour vous, c'est un circuit comme le début de saison, quoi. Ça va être une domination Red Bull. Ok. Alex, tu vois quelque chose de différent? Est-ce que Ferrari peut espérer tirer son épingle du jeu ici? J'adore Ferrari, mais là, c'est vraiment... même si Sainz a fait le meilleur tour, la voiture, elle est pas du tout au top en termes de vitesse de pointe et
et d'agilité. Pour moi, c'est effectivement, c'est Red Bull, c'est chez eux, sur domicile. Il y a quelques années, peut-être qu'on avait un Norris qui pouvait faire plaisir avec la McLaren, mais la McLaren cette année, c'est pas exceptionnel. Par contre, ce que tu as sur ton t-shirt, why not? Ouais. Vu la vitesse de pointe qui m'avait choqué côté Williams, ça peut faire plaisir. Ah, mais est-ce qu'elles sont assez longues, là, les lignes droites? Parce que les lignes droites, elles sont pas aussi longues qu'au Canada. Hein. Je pense qu'on on a deux belles lignes droites. Hein. En vrai, t'as la montée, t'as l'impression que c'est une ligne droite qui elle est en virage à ligne droite, mais Ouais, mais elle monte. Ouais, elle monte. Ah, notre front plat, il fait que glisser, il va pas monter. Ouais, mais l'avantage, c'est sur la glace, en fait. Exactement. Ok. Ah bah vous me surprenez parce que là, moi, j'étais dans une philosophie où j'étais full Mercedes là. Alors, pas du tout. Alors, moi, c'est vraiment. D'ailleurs, le meilleur retour du tour en course a été réalisé par Max Verstappen. Ouais. En 1.7, avec une moyenne de vitesse de 231 km/h. Quand? L'année C'est dernière? Leclerc qui s'est imposé l'année dernière aussi. Ouais, l'année dernière, ouais. Ouais, mais bon. Je sais pas. Si tu veux, l'année dernière, c'était Charles Leclerc. Ensuite, Verstappen à 1 seconde 5. Ensuite, 41 secondes derrière, Lewis et George Russell, 58. Alors. Ouais. Oui, mais moi, je crois aux modifications qui sont apportées là. Je les sens plus véloces. Quand tu vois hier la course d'hier et que tu as Verstappen qui n'accélère même pas, on lui accélère une seconde et demie à Alonso. Tu vois que derrière, il y a putain de boulet un peu derrière. Et du coup, quid de Alonso? Vous pensez pas que là-dessus, il peut se faire plaisir? Le père Fernando? Parce que j'ai un argument aussi. Faut pas oublier, les amis, qu'on a practice, qualif, sprint shootout, sprint race. C'est un format assez spécial. spécial. Le premier virage ou le deuxième virage, là, quelque chose qui se passe. Un petit Bottas, là, qui pousse. Oups, qui pousse, ça fait petit train-train, là, comme ça, et ça pousse un petit Perez qui pousse Verstappen, et tu vois, bonsoir. Non. Ce serait beau, franchement. Pour la sprint. Pour la sprint. Mais en vrai, moi, j'ai un autre argument contre Red Bull. C'est le nombre de dépassements de pistes qu'ils font. À chaque fois, ils sont assez ric-rac sur les dépassements de pistes sur des circuits de ce type-là, où tu peux aller quand même un petit peu au large. Bon, là, il y a des virages où ça pardonne pas parce que c'est direct gravier. Mais je sais pas, tu vois, l'année dernière, c'était le problème. Le dernier virage, quand tu arrives en pente et pour la ligne droite des stands, tout le monde se faisait piéger sur ce circuit à cet endroit-là parce que la ligne de piste était quand même assez restreinte. Et je sens que la Red Bull, elle peut aller attaquer ces trucs, ces zones-là, et je verrais bien un petit chrono de 10 litres, hop, et après bloqué dans le train-train, il remonte pas. Non, elle est trop fumeuse ma théorie. Vous avez le droit de dire oui. Non, mais quand tu regardes Red Bull, cette saison Red Bull, ils ont gagné sur tous les circuits. Ouais. Dans les circuits, ils ont fauté. Mais laissez-moi espérer. Non, par contre, c'est moi bien espérer en vrai. Ouais, l'année dernière, tu avais beaucoup de dépassements en virage qui sont traduits par envoyer quelqu'un dans le gravier. Genre un petit Lewis Hamilton qui pousse un Perez, tu vois. Oui. Bon, après, c'était taquiné aussi. Il va pas vouloir que George Russell il passe devant, quoi. Il va se dire, voilà. Oui, je sais que George, c'est même bizarre, tu vois, c'est. Ouais. Il laisse pas le message de Ferrari. Sainz will not attack you. Sainz will not attack you, Charles. Let's go. Tu vois, tu faisais à l'époque de Prost et Senna, à la fin, ça se bat. Hein. Oui, ça aurait fait une Tsunoda en mode Leave me alone, leave me. Bon, après, Alonso l'a dit à la fin, mais tout le monde l'a fermé. Hein, parce que quand Alonso il te dit ok, c'est les 10 derniers tours, laissez-moi tranquille, je peux te dire que tout le monde le laisse tranquille. Très bien, du coup, on va passer au pari. Enfin, on va voir. Hop, prono. Qui c'est qui commence? C'est Yo-Yo. Prono pour l'Autriche? Alors, je vois c'est ma logique. Hein. Verstappen, Perez. Ok.
Et après, je veux bien Hamilton prendre la place d'Alonso quand il faut changer. Ok. Donc, sans podium pour le père Fernando. Et yo-yo. Tac, Alex. Je vais mettre Verstappen, Alonso. Parce que je me dis qu'il est toujours sur une bonne lancée. P2, là, c'est bon. J'ai regretté de ne pas l'avoir mis en P2. Et Perez, P3. Ok. Full Red Bull, pas de Ferrari, je suis désolé, mais. Donc là, on fait bien le prono pour la course non, principale. mets Leclerc en P3, vas-y, je reste quand même un petit Leclerc dedans, ça va trop mal. Sinon, il va faire des cauchemars. Donc là, c'est bien la course principale, on fait pas les sprints, on fait jamais les sprints, ni les qualifs de sprint. Moi, je vais du coup rester sur ma logique. Je vais mettre Hamilton. Je sens le mood d'Hamilton, là, il est pas mal. Il va mettre le Sargent en deuxième. Ah, mettre Albon dans mon cœur maintenant. Il refait revivre la marque. C'est bon, il m'a acquis. Là, ton maillot, il a gagné 2 centimes là. C'est bon. J'ai le Bob. Franchement, le Bob que Yo m'a offert, il est nickel. Hamilton. Est-ce que je remets Alonso ou pas? Non, Alonso, je le vois 3e. Il va faire. Alonso 3e. Et le 2e, qui je mets? Allez, pour la provoque, je vais quand même mettre Verstappen. Pour la provoque. Parce que je le veux bien faire ça. Ça serait beau pour le lore. Ça veut dire que sur ce Grand Prix-là, Hamilton empêche Verstappen de passer devant Senna. Et comme Hamilton est devenu citoyen honoraire ou résident honoraire du Brésil, boum, ça redevient le dieu vivant là-bas. Magnifique cette histoire. Ça serait à écrire. Très bien. Merci pour les pronos. Donc, pour faire le récap du planning, qu'est-ce qui se passe? Du coup, c'est le week-end du 30 au 2 juillet, du 30 juin jusqu'au 2 juillet. Ça sera course à 15h, retour des courses à 15h, car on est en Europe. Donc, il y aura un practice 1 à 13h30, les qualifications le 30 juin à 17h-18h, le sprint shot out à midi. Donc parfait pour manger. 16h30 le 1er juillet, la course sprint. Et après, course principale 15h le dimanche. Est-ce qu'on avait... Oui, il me semble. Est-ce qu'on a de la F2 et de la F3 là-dedans? Oui. Formule 2 et Formule 3 pendant ce week-end. Donc ça fera de quoi parler aussi pour les jeunes pilotes. Très bien, merci messieurs pour ce débrief et tout ce que vous en avez pensé. Plus, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Petit plus sur tout ça, sur tout ce qu'on vient de parler en F1? Non, on y croit juste Ferrari, toujours P4, P5. On fait la même stratégie qui est un petit peu douteuse au début, j'avoue, du Canada, de fait de partir en médium. Mais bon, ça a payé. Merci. Merci Ferrari. Merci Frédéric Vasseur. Tu peux le remercier plusieurs fois. Mais après, vous allez à la fin de l'année, vous perdez Laurent Mekies. Non, mais il a été au Mans dans le stand Peugeot. Ça lui a donné des idées. Il s'est dit, bon, faut pas que je fasse pareil que Peugeot. C'est bon, j'ai compris. Stratégie pas exceptionnelle. Faut que je me rattrape. Et voilà. Il a coaché tout. D'ailleurs, il y a une chose dont on a oublié de parler. Il y a une stat intéressante que j'ai vue tout à l'heure. C'est que c'était la 200e victoire d'une voiture designée par, comment il s'appelait, Adrien Newey. Et oui. 200e. Et en plus, c'était la 100e victoire aussi de Red Bull. Et la 40e de Verstappen avec Red Bull. Donc, c'est-à-dire que 40% des victoires de Red Bull sont faites grâce à Verstappen. Bravo. C'est ça. C'est magnifique. Merci, messieurs. Adrien Newey a quand même gagné 100 victoires avec Red Bull. C'est vrai. C'est vrai. C'est beau. En même temps, quel ingénieur de fou. C'est clair. Exceptionnel. D'ailleurs, je vous recommande le livre avec sa biographie où il y a des schémas des Formule 1 qu'il a designé. Mais c'est vrai qu'il pense à tout. C'est un fou furieux. Mais on adore ces types-là en F1. Peut-être encore une innovation qui va venir grâce à lui. Qui sait? On en parlait tout à
Merci messieurs pour les sujets F1. Maintenant, on peut chill un peu en parlant des 24 heures du Mans et des GT Series. Donc, on peut couper ici pour l'épisode. On vous donne rendez-vous du coup un post-Grand Prix d'Autriche pour débriefer de tout ça avec, on l'espère, une victoire autre que Red Bull. Peut-être Ferrari. On suivra ça. Et on sera là pour vous débriefer. En attendant, vous pourrez retrouver toute notre actualité sur le compte Instagram, sur YouTube, sur Twitch, ici même. Et venir pour notamment les chill discussions qu'on aura après chaque épisode. On pourra vous parler d'autres aussi catégories, des choses auxquelles on va, parce qu'on a fait les 24 heures du Mans, et aussi des GT Series, par exemple, pour ce week-end à Dijon. Merci à vous pour votre écoute active et tout ce que vous nous partagez. C'est grâce à vous qu'on a aussi des sujets focus qu'on peut partager à chaque épisode. Et puis on vous fait des bisous et à plus tard. Bonne soirée. Merci d'avoir écouté cet épisode des Seigneurs de la F1. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager tout autour de vous et à le noter 5 étoiles sur votre plateforme de streaming préférée. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Pour rappel, Les Seigneurs de la F1 est un podcast 100% indépendant créé par des passionnés pour des passionnés ou des gens qui cherchent à en savoir plus sur le sport automobile et plus particulièrement la F1. En attendant, on vous fait de gros bisous et à bientôt.